Chaque semaine, dans Conversation d'avenir, avec Jacques Attali, nous évoquerons les grands enjeux de demain. Nous parlerons de l'avenir d'un conflit, d'un pays, d'une technologie, d'une matière première. Ensemble, nous réfléchirons et nous verrons où va le monde. C'est Conversation d'avenir et c'est sur Public Sénat. Bonsoir à tous, vos 3 rendez-vous à suivre sur Public Sénat le 18h avec un gros plan sur le dernier avatar du journalisme, le mélo-journalisme, quand les reporters jouent les sauveteurs devant les caméras en Haïti. À 18h30, Europe Hebdo, le rendez-vous de l'actualité européenne de Katia Guilder et François Baudonnet. À 19h, Parole du Monde, Caroline Delage revient avec son invité, l'éditorialiste vedette du quotidien israélien Haaretz, sur la guerre à Gaza il y a un an. Tout de suite le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce jeudi 21 janvier. Voici les titres. Des perturbations dans les écoles, mais un impact globalement limité de la grève des fonctionnaires contre les suppressions de postes. Des cortèges ont défilé dans plus de 120 villes. La polémique sur le salaire de 2 millions d'euros d'Henri Proglio. Les ministres en quête d'arguments pour défendre la double rémunération du nouveau patron d'EDF. Christine Lagarde a changé d'avis, explique Christian Estrosi. Réunion de crise à Berlin pour sauver l'avion militaire européen A400M. Qui va payer le surcoût de 11 milliards d'euros du programme? Notre invité sera Jocelyn de Rohan, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Amplification de l'aide à Haïti. 4 aéroports sont désormais en activité. Les Américains plus que jamais en pointe dans les opérations de sauvetage. 1 demi-million de sans-abri ont besoin d'assistance. Des campements de fortune ont été installés à la périphérie, notamment de Port-au-Prince, où les autocars emmènent les personnes sinistrées. Phénomène nouveau apparu sur les écrans de télévision. Les reporters se transforment en sauveteurs. Sur France 2, on a vu l'envoyé spécial mettre en scène, jour après jour, l'aide qu'elle a apportée à un enfant. En la matière, les télés américaines se surpassent avec des médecins journalistes. Julie Trassard. Nous ne sommes pas dans une super production de cinéma, mais bien sur CNN. Envoyés à Haïti, les reporters vedettes de cette chaîne américaine se mettent en scène à Port-au-Prince. Après avoir sorti en direct une fillette des décombres, Anderson Cooper transporte un enfant blessé devant les caméras. Il raconte l'épisode sur son blog. On y apprend que l'enfant avait reçu un bloc de béton sur le crâne. Le journaliste n'hésite pas à donner des détails chocs. J'ai couru à l'endroit où il se démenait pour survivre et je l'ai pris dans mes bras. Je sentais son sang chaud qui coulait. Un photoreportage fait par un professionnel accompagne le récit. Autre vedette, autre méthode. Sanjay Gupta, lui, opère les blessés en direct. Ce journaliste médical est aussi chirurgien. Il le prouve ici en soignant un nourrisson blessé au crâne. Ou cette fillette de 12 ans sur le porte-avions américain USS Carl Vinson. Le journaliste avait déjà éprouvé sa méthode en Irak il y a quelques années. L'émo-journalisme ou journalisme émotionnel n'est pas nouveau aux États-Unis. Au Sri Lanka, en Irak ou lors de l'ouragan Katrina, le journaliste prend part aux événements pour donner plus de vie au reportage. Le journal canadien Le Devoir s'indigne. Le journaliste est un médiateur, pas un acteur, et doit avant tout informer. Plus loin, le quotidien s'interroge, les journalistes nuisent-ils à l'organisation des secours? Et un lecteur se demande s'il ne faudrait pas créer un pôle de journalistes accrédités pour couvrir ce type d'événement. Le mélo-journalisme, est-ce encore du journalisme? Eh bien, nous poserons tout à l'heure la question au spécialiste des médias, François Jost. Du simple au double, le ministère de la fonction publique et les syndicats divergent, comme c'est l'habitude, sur la mobilisation des fonctionnaires, 25 à 30% selon les 3 centrales qui appelaient à une grève aujourd'hui, donc contre les réformes de l'État et les suppressions de postes. Des écoles ont dû fermer, entraînant des perturbations, notamment à Toulouse, Bordeaux ou Marseille, des cortèges dans de nombreuses villes de France, souvent clairsemés. À Paris, on le voit, plusieurs milliers de personnes ont défilé sur les grands boulevards, l'occasion d'une petite explication des gravures entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sur la question des retraites. Alors Benoît, j'avais mal compris ou bien compris? Salut. Qu'est-ce que t'as compris, toi?
Bah, je te pose la question à toi pour que tu me répondes. T'as bien compris si tu m'as écouté, moi. Toi, je t'ai écouté, toi. T'as bien compris. Mais non, mais j'ai rencontré Pargnot qui m'a dit le contraire. Alors c'est quoi la vérité sur les retraites? 60 ans. Sûr 60 ans. C'est la position. 60 ans. La même chose. Même quand t'étais là, on s'est dit, sinon tu reviendras jamais. Ça c'est clair. Ça c'est clair, les gars. Vous la valez pas, celle-là, hein? Oh. Eh, Ouais, c'est comme quand tu y étais, tu la vales pas, hein? un peu pour Ouais, pas ouais. que ça... Non, mais je sais bien, je connais, je sais que Posez vos vous questions. résistez. Voilà, séquence saisie sur le vif par Fabrice Cunet avec le porte-parole du PS qui affirme donc que Martine Aubry, contrairement à ce qu'on a pu comprendre, n'a pas fait sauter le tabou des 60 ans. La double casquette EDF-Veolia d'Henri Proglio alimente toujours les commentaires. Pour Gérard Longuet, le président du groupe UMP au Sénat, Christine Lagarde a été obligée d'avaliser une pirouette juridique. Débat à suivre dans le 18h sur un cumul de rémunérations qui ne passe pas. Une pause aujourd'hui au Sénat dans les débats tendus sur la réforme territoriale. Il a fallu réparer la bévue de la mi-décembre. Souvenez-vous, le rejet par erreur du redécoupage des circonscriptions législatives, l'énorme gaffe du sénateur centriste Jean-Jacques Pignard, que l'on dit toujours pétrifié, a été réparé tout à l'heure avec un luxe de précaution. Thomas Raguet. C'est ce que l'on pourrait appeler la jurisprudence Pignard. Le 15 décembre dernier, le centriste provoquait le rejet du redécoupage électoral par une erreur de vote. Dorénavant, pour éviter tout malentendu, une nouvelle expression a fait son apparition dans l'hémicycle. Chacun a-t-il pu exprimer son vote comme il l'entendait? Une expression prononcée avant chaque clôture de vote. Encore. Chacun a-t-il pu exprimer son vote comme il l'entendait? Et encore. Chacun a-t-il pu exprimer son vote comme il l'entendait? Et qui a fini par provoquer l'agacement des socialistes. Nous votons librement, les uns et les autres, comme nous l'entendons, et il n'y a pas lieu de nous interroger sur la sincérité de notre vote après que celui-ci a été émis. Gérard Larcher en a visiblement décidé autrement et a justifié l'introduction de cette nouveauté. Je voudrais simplement dire que cette formule, qui fera l'objet de l'analyse ultérieure de la conférence des présidents, fait expressément référence à un avis du Conseil constitutionnel. Vous voyez que chacun peut avoir un prisme différent en fonction des avis qui sont rendus, qui datent de 86. La question devrait être tranchée dans les semaines à venir. En attendant, les sénateurs présents ont pu largement profiter de ce nouveau cérémonial, puisqu'une dizaine de scrutins publics a eu lieu aujourd'hui. Des sénateurs au rang desquels ne figurait pas le malchanceux Jean-Jacques Pignard. Barack Obama a annoncé il y a quelques instants des mesures pour limiter la taille et le domaine d'activité des banques afin d'encadrer notamment leur prise de risque et leurs excès. Mesures annoncées alors que les institutions financières américaines annoncent le retour des super profits. La bourse de New York a aussitôt plongé après ces annonces du président américain. Le premier invité du 18h, l'analyste de la télévision, François Jost. Quand les reporters témoignent et sauvent en même temps, un nouveau genre journalistique est-il en train de naître en Haïti? Appelons-le le mélojournalisme. François Jost, bonsoir. Bonsoir. La mise en scène, on le sait, est devenue une composante essentielle aujourd'hui, même des reportages d'actualité. Mais là, est-ce qu'on franchit un nouveau cap avec la mise en scène du journaliste sauveteur? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, le journaliste était un témoin oculaire, il restait en dehors, avec la caméra, il était neutre, et puis on a vu peu à peu la caméra habiter, on voit les gens courir dans la rue, la caméra bouge, ce sont déjà des acteurs, si vous voulez, mais des acteurs anonymes jusqu'à présent, puisque c'est des caméras qui sont heurtées, et maintenant, le journaliste passe devant la caméra. Et avec donc, un rôle bien précis. Voilà, avec un rôle, et donc on passe, je dirais, du vu au vécu, c'est-à-dire que pour que ça ait de l'importance pour le spectateur, il faut montrer qu'on est en train de vivre les événements, qu'on n'est pas à l'extérieur, qu'on n'est pas en dehors des événements. Est-ce toujours du journalisme? Est-ce toujours du journalisme? En tout cas, c'est un journalisme qui est différent, qui joue fortement sur l'émotion, qui privilégie pas du tout l'analyse, contrairement au journalisme de presse écrite. Hein. C'est vrai que là, c'est presque un engagement corporel du journaliste dans l'événement. Alors, on peut se demander, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, il y a eu un terrible problème qui était avec la petite Homera qui était en Colombie aspirée par des sables mouvants et qui mourait devant les caméras, et on reprochait, on disait mais alors qu'est-ce qu'on fait les journalistes, qu'on fait au lieu de la sauver, etc. Là au fond ce que montrent les journalistes, c'est que
ils ne peuvent pas encourir ce reproche. Ils luttent pour participer à la réalité. Ah bah avec le risque quand même d'être accusé d'inventer des histoires, parce qu'il faut peut-être les inventer justement, ces histoires, pour tenir en haleine le téléspectateur. Mais vous savez, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on ne parle pas des faits, on parle de story. Et c'est très intéressant de voir sur CNN toujours The Story ou Developing the Story, c'est-à-dire que on va chercher dans la réalité non pas des faits, mais des moments d'histoire, des morceaux d'histoire que le journaliste va pouvoir développer. Et au lieu d'être un témoin, il est devenu effectivement un acteur. Au risque, quand même, je le rappelle, de la manipulation. D'ailleurs, il y a des questions qui se posent, notamment sur les scènes que l'on a vues tout à l'heure. Est-ce qu'il faut s'interroger sur les compétences des journalistes, parce qu'à chaque catastrophe, on le sait, les ONG sont débordées d'appels de gens de toutes sortes qui disent on veut aider, mais les ONG savent qu'il faut des compétences très particulières pour être sur le terrain. Et c'est pas le rôle des journalistes. Non, d'autant plus qu'on peut penser qu'il y a aussi une lutte des chaînes. C'est-à-dire que le journaliste, là, il est porteur d'une chaîne. Mais moi, ce qui me choque le plus, si vous voulez, là-dedans, c'est pas seulement l'émotion, c'est le fait que on filme quand même des gens. On filme des gens qui souffrent, on filme des gens qui sont malades, blessés, etc. Et ça, on les traite relativement comme des objets dans cette histoire. On filme aussi beaucoup de cadavres, et certains s'interrogent évidemment sur le respect que l'on doit à ces personnes. Je pense qu'il y aurait une question de distance, si vous voulez, à garder. Ce qu'on perd complètement avec le journaliste-acteur qu'on a là, c'est la notion de distance. C'est-à-dire qu'il est dans l'événement, mais il n'y a pas cette mise à distance de l'événement qui est parfois pudique aussi, qui permet simplement de garder un peu de décence par rapport à la souffrance. François Jost, merci. À suivre, 3 questions à Jocelyne Rohan. La première d'entre elles concernera l'avenir de l'A400M qui se décide en ce moment même à Berlin. L'Airbus 400M est présenté comme le nouveau fleuron de l'aéronautique militaire européenne, un avion capable de toutes les performances, mais on dit le programme menacé par ses surcoûts. Les pays clients de l'A400M sont donc entrés tout à l'heure à Berlin dans une négociation serrée. Fabrice Cunet. Après les applaudissements, le bras de fer. Depuis la présentation officielle de l'A400M, le ton n'a cessé de monter entre ADS et ses 7 clients. En cause, un surcoût du programme estimé aujourd'hui à 11 milliards d'euros. Alors qui doit payer la note? L'Allemagne a dit non, la France réfléchit à minima et les autres pays traînent les pieds. Dans un récent audit, ADS est très critiqué pour avoir sous-estimé le retard final de plus de 2 ans et surtout sous-évalué ce surcoût. Face aux critiques et à la pression des gouvernements, Louis Gallois, le président de ADS, se dit prêt à abandonner le programme A400M faute de rallonge des États. L'enjeu est de taille, 40 000 emplois et un concurrent sérieux au C-17 de Boeing. EADS a posé un ultimatum au 31 janvier. Tous sont autour de la table aujourd'hui à Berlin pour trouver un accord et voir enfin l'A400M décoller. Jocelyne Rohan, bonsoir. Faut-il tout faire pour sauver cet avion qui a déjà 3 ans de retard? Il faut tout faire en effet pour sauver ce programme parce que c'est l'avenir de l'aéronautique européenne qui est en cause. Si nous abandonnons ce programme, nous serons obligés pour obtenir des avions de transport de les commander aux États-Unis principalement ou dans d'autres sphères, indépendamment des problèmes d'emploi que ça pourrait poser pour Airbus. Oui. Et qui a des usines un peu dans tous les pays d'Europe. En France notamment. En France notamment, mais aussi en Allemagne. En Allemagne, oui, qui joue un rôle peut-être ambigu. On se demande si l'Allemagne veut vraiment sauver ce programme. Je pense qu'il y a des problèmes au sein de la coalition allemande, puisque les libéraux sont hostiles à droit d'intervention étatique. Considère qu'un contrat c'est un contrat et qu'il doit être exécuté tel quel. Je crois que la réalité est aujourd'hui évidemment très différente parce que on a une des causes du surcoût, c'est que le énorme le surcoût, je le rappelle, parce qu'initialement c'était 20 milliards d'euros le programme, on en est à plus de 30 aujourd'hui d'après les estimations. L'estimation que vous avez donnée, celle de 11 milliards d'euros, est contestée par Airbus, qui le chiffre à 7 milliards. Pour sa part, peut-être. Pour ce qui est différent. Il y a une appréciation différente du surcoût selon l'industriel et selon le chiffre que vous donnez, c'est celui d'un cabinet d'audit qui s'appelle PricewaterhouseCoopers et qui est contesté. Néanmoins, il y a un surcoût, c'est incontestable, il faut savoir qui va le supporter. Qui Eh bien, je pense que le réalisme
c'est que ce programme ayant été conçu de manière qui n'était pas réaliste, il faudra bien que quelqu'un l'assume et l'assume une part. Non, il faut le partager. Les États ou EADS? Il faut qu'il y ait un partage entre l'industriel et les États. Qui ont leur part de responsabilité, Jocelyn Drouin, car on dit que chaque État, bien sûr, a passé des commandes avec ses exigences particulières. Tout à fait, tout à fait, mais aussi les États collectivement, parce qu'ils ont donné une durée d'exécution du contrat qui était absolument irréaliste. C'est à peine correct pour un avion civil, mais on sait qu'il faut 15 ans pour développer un programme militaire. Est-ce qu'il y a unité de l'Europe sur ce dossier, véritablement? Non. Pas. Parce que les Anglais ont une position, les Français en ont une autre, les Allemands en ont une troisième. J'espère que la réunion qui a eu lieu à Berlin permettra de rapprocher les points de vue. C'est indispensable, sinon ce n'est pas une menace en vain qu'a proféré le président de ADS. L'abandon du programme serait entraîné s'il n'y a pas une couverture du surcoût. Parce que sinon, c'est toute l'entreprise qui risque d'être affectée. Ils ne l'accepteront pas et le gouvernement sont dans la responsabilité. Deuxième question, Jocelyn Drouin. La puissance américaine qui se déploie en Haïti suscite à la fois, bien sûr, admiration, mais également certaines critiques. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une polémique inutile? Oui, tout à fait. Parce que si les Américains n'avaient pas déployé les moyens nécessaires ou des moyens suffisants, quelle n'aurait pas été la critique qu'on aurait entendue? La plus grande puissance du monde, qui est dans le territoire est à moins de 1000 km d'Haïti, reste l'arme au pied, c'était impensable. Mais néanmoins, on voit le déploiement de Marines, on les a vus atterrir à côté du palais présidentiel en ruine hier avec leurs hélicoptères. Est-ce qu'il faut s'interroger légitimement sur le maintien à moyen terme des Américains sur l'île? Qu'est-ce qui est capable d'en faire autant qu'eux? Personne. Je crois qu'au lieu de ces polémiques stériles, il faut que les uns et les autres nous ajoutions nos capacités et nos forces pour aider ce malheureux pays à se relever de ses ruines. Troisième question, est-ce que vous êtes choqué par le salaire d'Henri Proglio et sa double casquette EDF-Veolia? Choqué non, parce que je comprends bien les raisons qu'il faut que M. Proglio veuille maintenir un certain niveau de rémunération. La question que je me pose, c'est de savoir si il ne faut pas, en réalité, ne proposer qu'un seul salaire à celui qu'on envisage pour un poste. C'est à lui de savoir s'il l'accepte ou s'il ne l'accepte pas. Vous avez des informations? Parce que selon lemonde.fr, on n'a pas encore la confirmation, il aurait annoncé aujourd'hui, M. Proglio, qu'il renonce à la part de rémunération versée par Veolia. Ce serait la solution de la sagesse? Eh bien, s'il le fait, il n'y a plus de problème. Oui. Et tout. Voilà, donc, mais il aura fallu passer par une polémique assez vive, y compris même au sein de la majorité. C'est pourquoi je pense qu'il aurait été plus simple de dire que le salaire du président directeur général d'EDF est de temps. Celui qui l'accepte, l'accepte, comme le prédécesseur, M. Gadonex l'a fait. Si M. Proglio n'était pas d'accord avec ça, il pouvait refuser. Il aurait été préférable que Christine Lagarde, la ministre de l'économie et des finances, n'ait pas avalé une pirouette juridique comme l'a fait remarquer aujourd'hui Gérard Longuet. Moi, je ne me prononce pas là-dessus, je viens de vous dire ce que je pensais. Très bien. Jocelyn Drouin, merci. On va reprendre tout de suite ce dossier Proglio avec deux autres invités. Avec la question que l'on vous pose, oui ou non, comprenez-vous donc le cumul de rémunération d'Henri Proglio? C'est une question qui vous est posée sur le site de notre partenaire, nouvelops.com. Le résultat sans appel, sans doute sans surprise, avec quand même près de 700 votants, un record. Eh bien, vous dites non à 95%, oui 5% seulement. Rappel de la polémique avec les dernières déclarations politiques du jour. Flora Sauvage. En qualité de président d'EDF, il n'est pas question de cumul de rémunération. Il n'est pas question de cumul de rémunération. C'était le 5 novembre dernier au Sénat. La ministre de l'économie était interrogée sur la double rémunération d'Henri Proglio, président d'EDF et président du conseil d'administration de Veolia. Entre-temps, elle a fait volte-face.
Christine Lagarde, au nom du gouvernement, a changé d'avis. Henri Proglio devrait toucher 2 millions d'euros par an, dont 450 000 euros au titre de président du conseil d'administration de Veolia et 1,6 million au titre de PDG d'EDF. Double présidence, aujourd'hui double rémunération. Ma réaction, c'est déjà de dire que le ministre, et particulièrement la ministre des Finances et de l'Économie, n'a pas rempli l'objectif qu'elle s'était fixé, à savoir contrôler de près la rémunération du double président. Et puis, quand on fait un petit calcul, ça fait quand même un SMIC à l'heure. Le gouvernement, de son côté, s'efforce de désamorcer la polémique. Le sujet, c'est pas la rémunération d'un chef d'entreprise. Pour moi, le sujet, c'est le succès d'un chef d'entreprise. S'il fait gagner son entreprise, alors qu'il gagne aussi, ça me convient très bien. Mais par contre, s'il lui fait perdre de l'argent, s'il lui fait perdre des marchés, s'il n'est pas à la hauteur des enjeux, alors je suis choqué, même quand il gagne une somme beaucoup plus modeste. D'après Gérard Longuet, le président du groupe UMP du Sénat, Christine Lagarde a été forcée d'avaliser une pirouette juridique en admettant la double rémunération d'Henri Proglio. Avec nous, Jérôme Dubu, délégué général du MEDEF Île-de-France. Bonsoir. Vous êtes également élu, hein? Oui. Conseiller de Paris. Absolument. UMP. Voilà. Absolument. Et puis David Servenet, qui est journaliste, co-auteur du livre Histoire secrète du patronat. Ce salaire, donc 2 millions d'euros. Ma première question, c'était est-il fondé, oui ou non? On a l'impression que Henri Proglio lui-même répond, puisque selon lemonde.fr, il renonce à la part versée par Veolia, c'est-à-dire 450 000 euros. C'est la voie de la sagesse, Jérôme Dubu? Je ne sais pas si en entrant dans ce studio, vous vous apprêtiez à défendre le salaire de 2 millions d'euros annuels. Écoutez, il faut quand même replacer ça dans son contexte. 2 millions d'euros pour un président d'une entreprise du CAC 40, qui est une entreprise publique, je le rappelle, qui ne relève pas du domaine privé. 2 millions d'euros, c'est largement en dessous de la moyenne. Largement en dessous de la moyenne, et c'est largement en dessous de la moyenne des autres pays européens ou mondiaux, pays développés. Donc le problème, à mon avis, n'est pas le montant, alors évidemment il est symbolique, n'est pas le montant, le problème c'est la double casquette. C'est-à-dire avoir à la fois des responsabilités dans une entreprise publique et avoir des responsabilités, alors non exécutifs nous a-t-on dit, mais enfin quand même c'est l'ancien président, est-ce qu'il va pouvoir garder dans le secteur privé. Ses responsabilités non exécutives chez Veolia s'il ne perçoit aucune rémunération? Écoutez, aujourd'hui, je crois que la solution et la sagesse serait qu'il renonce à ses responsabilités chez Veolia. David Servenet, votre commentaire, ce salaire de 2 millions d'euros, ce cumul, cette double casquette, et puis peut-être votre réponse à ce qu'a dit Christine Lagarde hier à l'Assemblée, elle a été malmenée, elle a dit « mais oui, mais c'est le prix, on a pris le meilleur patron ». Oui, alors ça c'est un argument qu'on entend très régulièrement, et c'est d'ailleurs celui que vient d'employer M. Dubu il y a un instant en disant on est en dessous de la moyenne par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros on se place dans une logique de marché, il y a une offre et une demande. Question, est-ce que vous connaissez un grand patron français qui dirige un grand groupe international étranger aujourd'hui? Vous en connaissez un? J'ai pas de nom, moi, personnellement, dans mon chapeau. Et vous, monsieur Dubu? C'est pas le sujet. Enfin, le sujet. Si, parce que si on se situe dans un contexte où il y a une offre et une demande, à ce moment-là, il faut que l'offre corresponde à la demande. Pour l'instant, c'est pas le cas, visiblement. Donc, l'argument de dire il faut garder les meilleurs patrons en France, moi, je veux bien l'accepter, mais pour l'instant, il n'est pas du tout valide de ce point de vue-là. Est-ce que l'on reste... Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre un peu de recul avec l'histoire. Et on voit très bien que sous la période du général de Gaulle, il existait une règle où les entreprises publiques, les grands patrons des entreprises publiques... C'était des grands commis de l'État. C'était les grands commis de l'État. Et c'est Pierre Guillaumat qui est puisqu'il y avait un secteur national et nationalisé qui était énorme. Petit à petit, le secteur nationalisé s'est réduit. On est rentré dans le système du marché, avec quelques entreprises qui sont restées dans le secteur public, mais très peu aujourd'hui. Mais c'est pas toujours l'État qui fait la loi à EDF? Écoutez, c'est l'État qui a nommé M. Proglio. Donc M. Broglio savait très bien quel salaire il allait avoir chez EDF. Puis ça répond à une mission de service public quand même. Or, à l'époque, Pierre Guillaumat, le nucléocrate et grand bâtisseur de l'industrie pétrolière française, à l'époque où il dirigeait Elf Aquitaine, il disait à tous ses plus hauts cadres du groupe: surtout, il faut bien comprendre que vous ne serez pas mieux payé que le fonctionnaire le mieux payé de la République, qui est le vice-président du Conseil d'État, qui déjà a un salaire tout à fait honorable. Aujourd'hui, on voit bien que cette règle a complètement volé en éclats. C'est-à-dire que des gens qui sont censés être au service du public, à la tête d'une entreprise publique, se sont petit à petit alignés sur les tarifs du privé, qui ne sont pas les mêmes. C'est un changement de culture que vous
condamné, j'imagine. Mais est-ce que c'est pas d'abord, je sais pas, un changement d'époque? Alors, bien sûr que c'est un changement d'époque, et ça, on l'a vu déjà il y a 10 ans. Souvenez-vous, Philippe Jaffray, avec son Golden Parachute de plus de 200 millions de francs à l'époque. On avait dit, oui, c'est scandaleux. Non, je crois, moi, qu'il faut quand même remettre tout ça en perspective et redonner quelques chiffres quand même précis. Mettre ça en perspective, imaginez que les gens qui nous écoutent sont parfois chômeurs, sont parfois en fin de droit, ont des SMIC. Parce que ça, c'est un peu de la démagogie et la réaction un peu de la lutte des classes qu'on veut réintroduire avec la crise. En réalité, ce qui se passe, la France n'a pas à rougir de sa situation. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, le SMIC est à 1 400 € par mois. Un peu moins, 1 350 €, 1 400 € par mois. Bon. Brut. Le PDG d'une petite entreprise, PME, TPE, touche 5 000 € par mois en moyenne. Le rapport est de 1 à 4. Le PDG d'une entreprise qui fait plus de 500 salariés touche 10 000 € par mois. Le rapport est de 1 à 8. Un médecin touche 10 000 € par mois. Un parlementaire touche 10 000 € par mois. On est à peu près à des moyennes de 1 à 8. Reste le problème des dirigeants du CAC 40 ou du SBF 120 qui sont maintenant soumis au code AFEP-MEDEF et qui normalement, puisque M. Jouyet a dit que 80% des codes étaient 80% des entreprises appliquaient ce code. Je crois que tout ça va rentrer dans l'ordre et que finalement. Dans le cas de M. Proglio, on a entendu Christine, la présidente du MEDEF, Mme Parisot, il y a quelques jours, dire je vais regarder justement dans le code d'éthique si ça colle. Est-ce que vous avez regardé plus Non, mais ça ne peut pas s'appliquer parce que c'est une entreprise publique. Oui. Par définition, ça ne peut pas s'appliquer. Monsieur Dubu, ça c'est toujours l'argument, si vous voulez, c'est le jeu des chaises musicales. Je reviens sur l'exemple de Philippe Jaffray il y a 10 ans. On dit gros Golden Parachute, c'est un scandale. Et puis on a déplacé, donc on a tenté de réguler le système des stock options pour le remplacer ensuite en catimini par celui, par exemple, des retraites chapeaux. Et aujourd'hui que les retraites chapeaux font scandale, par exemple, savez-vous qu'il existe des clauses de non-concurrence, c'est-à-dire que des PDG de grands groupes cotés au CAC 40 ont des clauses lorsqu'ils quittent leur poste à 65 ou 70 ans, ils touchent plusieurs millions d'euros pour ne pas aller travailler pour la concurrence. Est-ce que vous connaissez un retraité qui connaît les mêmes conditions quand il quitte son entreprise? Est-ce que vous en connaissez, M. Dubu? Il y a un point essentiel qui maintenant doit être la règle et qui est dans ce code AFEP-MEDEF, qui est un code d'autorégulation des entreprises. Qui ne fonctionne pas. Qui fonctionne très bien, et c'est ce que M. Jouyet vient de nous dire, qui fonctionne très très bien, qui est le président de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui n'est pas suspect d'être un capitaliste forcené, puisqu'il était collaborateur de François Mitterrand et ministre de Nicolas Sarkozy. Mais cela étant, aujourd'hui, la règle, c'est que la rémunération doit être en fonction de la richesse créée pour l'entreprise et non plus déconnectée de la richesse créée pour l'entreprise. C'est ça qui est essentiel et c'est la base du code AFEP-MEDEF. Monsieur Dubu, vous avez travaillé je crois, dans une petite et moyenne entreprise. Qu'est-ce qui économiquement peut justifier qu'un PDG touche 250 ou voire 400 fois le salaire d'un employé de base? Qu'est-ce qui économiquement, en termes de valeur ajoutée, justifie ça? Moi, je ne vois pas. Non, mais les entreprises du CAC 40 sont sur... Qu'est-ce que vous répondez? Je vais vous répondre. Les entreprises du CAC 40, parce que c'est elles qui sont concernées. Je vous ai donné les chiffres. On est de 1 à 8 au maximum pour les entreprises et les PME et les TPE. Donc on n'est pas de 1 à 200. Pour les entreprises du CAC 40, avec le CAC 40. Voilà. Et le CAC 40, il est soumis à la concurrence et forcément, il faut qu'on attire les meilleurs. Si les meilleurs créent des richesses, on revient à l'argument des meilleurs. Donc on a parlé tout à l'heure. Si les meilleurs créent des richesses, ils doivent être rémunérés en fonction des richesses qu'ils créent. S'ils créent des pertes, ils doivent être non rémunérés et même peut-être revoir leur salaire en fonction des pertes de l'entreprise. C'est très clair. Est-ce que vous estimez tous les deux que la polémique est derrière nous maintenant que M. Proglio donc a renoncé à la part de Veolia? Non, la polémique n'est pas derrière nous, parce qu'à un moment donné, il faut quand même, une fois de plus, se poser la question du critère économique qui justifie ces rémunérations. Moi, je ne suis pas contre que les meilleurs soient rémunérés, mais il faut que ça soit justifié. 1,2 million pour EDF, je ne vois pas où est le scandale. On est dans un rapport de 1 à 20. Est-ce que ça le met au niveau de son prédécesseur? Est-ce que ça le met au niveau de son prédécesseur? Oui, c'est exactement au niveau de son prédécesseur. On lui avait reproché d'avoir négocié une augmentation de 45%. Tout ça pour 1h30 de travail par jour, c'est ce que M. Proglio a dit en interview. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit en entretien, je consacrerai 1h30 à 15 heures par jour plutôt qu'à 1h30 par jour. Ouais, enfin, tout le monde a dit aussi que diriger 2 groupes d'une telle ampleur, c'était juste surhumain et impossible pour n'importe qui. Non, mais ça, je suis d'accord qu'il y ait qu'on cumule des 2 groupes.
groupe, c'est la problématique actuelle. Très bien, merci messieurs. Jérôme Dubu, donc le délégué général du MEDEF pour l'Île-de-France, c'est David Servenet, journaliste à Rue 89 et co-auteur de cette somme qu'on vous a présentée à l'image. Histoire secrète du patronat, monsieur Dubu, si vous l'avez pas lu, il faut vous y plonger. J'ai passé mes vacances avec. Ah, très bien. Alors, à suivre sur Public Sénat, Europe Hebdo. Du beau corps. Que vous êtes ligeon si votre majra se rapporte à votre mâche plus. Comment se fabrique la langue française? Comment évolue-t-elle? Quelle est sa véritable influence? Une fois rien, c'est rien. Bon. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Grâce à de nombreux témoignages, ce documentaire nous plonge